Je travaille dans cette société depuis de nombreuses années, des décennies même. Ces guerriers sont donc tous, grandeur nature, comme de véritables soldats. Depuis des millénaires, l'armée de terre cuite se dresse silencieusement dans le sol. Son but restait secret aux yeux du monde. On admirait les soldats, les chevaux et les chars. Mais personne ne savait vraiment pourquoi ils avaient été construits, ni quels secrets ils recelaient. Aujourd'hui, Albert Lynn utilise des drones de haute technologie, le lidar et un radar à pénétration de sol pour percer le mystère et révéler ce qui se cache sous l'armée de terre cuite. Ces soldats ne sont peut-être pas de simples gardiens d'un tombeau. Ils pourraient cacher quelque chose de bien plus terrifiant, enfoui depuis 2 ans et qui attend encore d'être découvert. Rejoignez-nous pour cette exploration. Le jour où le site des armées de terre cuite a été examiné, Albert Lynn n'est pas arrivé avec des outils de fouille. Il était équipé de capteurs, de scanners, de drones et d'ordinateurs. Il est connu pour utiliser des technologies de pointe afin d'étudier des sites difficiles d'accès. Ses travaux mêlent souvent science, histoire et télédétection. Au lieu de creuser le sol à la pelle, il étudie le sous-sol grâce à des machines capables de voir à travers la Terre. Le site de l'armée de terre cuite, dans la province du Shaanxi, est l'un des sites archéologiques les plus protégés au monde. Les célèbres fosses renfermant des milliers de guerriers d'argile ne représentent qu'une petite partie d'un vaste complexe funéraire lié au premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Pendant de nombreuses années, de larges zones autour du tumulus central sont restées interdites aux fouilles. La raison en est simple. Les archéologues souhaitent éviter d'endommager les vestiges enfouis. Ils préfèrent également attendre que les technologies soient suffisamment avancées pour permettre l'étude du sous-sol en toute sécurité. C'est là que l'approche d'Albert Lynn a pris toute son importance. Il est spécialisé dans l'exploration non invasive, c'est-à-dire l'étude des sites antiques sans les fouiller. Son équipe a apporté des outils conçus pour scanner la Terre depuis l'espace et la surface. Ces outils sont fréquemment utilisés dans des domaines tels que les sciences de l'environnement, la géologie et même la cartographie militaire. Sur ce site historique, ils ont servi à rechercher des formes cachées sous le sol. Le lidar était l'un des outils clés utilisés. Lidar signifie Light Detection and Ranging. Détection et télémétrie par la lumière. Son fonctionnement repose sur l'émission de millions de minuscules impulsions laser depuis un drone ou un aéronef. Ces impulsions frappent le sol et sont réfléchies. Un ordinateur mesure le temps de retour de chaque impulsion. À partir de ces données, une carte très détaillée de la surface est créée. Le lidar peut même détecter de légères variations du niveau du sol imperceptibles à l'œil nu. Il peut détecter des motifs cachés sous les arbres, l'herbe et les terrains accidentés. Un autre outil utilisé est le radar à pénétration de sol. Cet appareil envoie des ondes radio dans le sol. Lorsque ces ondes rencontrent un objet solide, comme de la pierre, de la brique ou le vide, elles sont réfléchies vers le capteur. Les signaux de retour forment une image du sous-sol. Il ne s'agit pas d'une photo nette, mais d'une image qui révèle des contours, des strates et des formes qui ne devraient pas exister naturellement sous terre. Les drones ont joué un rôle essentiel dans le transport de ces capteurs. En survolant les zones protégées, l'équipe a pu collecter des données sans pénétrer dans les zones interdites. Cette méthode était cruciale car de nombreuses parties du complexe funéraire sont inaccessibles à pied. Le site est étroitement surveillé par les autorités. Chaque mouvement est observé. Chaque scan nécessite une autorisation. Le matériel est minutieusement contrôlé. Les vols au-dessus de certaines zones sont généralement interdits. La présence des forces de sécurité et de la surveillance a créé un climat de travail tendu. L'équipe ne pouvait pas se déplacer librement. Elle devait demander une autorisation avant chaque examen. Les responsables surveillaient de près les écrans et le matériel. Ce n'était pas par méfiance,
mais en raison de la valeur culturelle et historique du lieu. Le gouvernement considère ce site comme un trésor national qu'il convient de protéger. Au début des analyses, les premiers résultats semblaient ordinaires. Le radar a révélé des fosses connues où se dressent les soldats d'argile. Il a mis en évidence des zones déjà cartographiées par les archéologues. Mais à mesure que de nouvelles données arrivèrent, les schémas ont commencé à évoluer. Des formes sont apparues qui ne figuraient sur aucune carte officielle. Des lignes droites se sont formées là où l'on ne savait pas qu'il y avait des murs. Des structures verticales profondes sont apparues dans des endroits qui n'avaient jamais été fouillés. Il ne s'agissait pas de formations naturelles. Les couches de sol naturelles sont généralement irrégulières et aléatoires. Les images radar montraient des contours nets et des motifs répétitifs. Certaines zones ressemblaient à de longs couloirs souterrains. D'autres à de grandes chambres vides. Il y avait aussi d'étroits puits qui descendaient directement dans la terre. Ces puits étaient bien plus profonds que les fosses communes ouvertes aux visiteurs. L'équipe a comparé ces images avec les plans historiques du site. Les formes ne correspondaient à aucun document existant. Cela soulevait de sérieuses questions. Si ces structures étaient réelles, elles suggéraient que le complexe souterrain était bien plus vaste qu'on ne le pensait. Les fameuses fosses militaires ne représentaient peut-être qu'une petite partie d'un projet beaucoup plus ambitieux. Les cartes LIDAR ont épaissi le mystère. Vue du ciel, la topographie semblait normale. Mais une fois les données laser traitées, de subtils contours sont apparus. De légères ondulations du sol dessinaient des motifs d'apparence artificielle. De vastes espaces rectangulaires se dessinaient sous le terrain plat. De longues lignes reliaient des parties éloignées de la zone, comme des pièces ou des tunnels. Les données radar et LIDAR ont commencé à se chevaucher. Lorsque deux technologies différentes présentent des schémas similaires, la fiabilité des résultats s'en trouve renforcée. Ainsi, si les relevés révélaient des murs jamais cartographiés, qu'est-ce qui était donc dissimulé sous l'armée depuis 2-0 ans? L'armée qui n'était pas censée être l'attraction principale. L'armée de terre cuite est souvent présentée comme la principale merveille du site. Les visiteurs découvrent de longues rangées de soldats d'argile, grandeur nature, en ordre de bataille. Chaque visage est différent. Chaque posture est unique. On y voit des fantassins, des archers, des officiers, des chevaux et des chars en bois ornés autrefois de ferrures en bronze. L'ampleur du site est impressionnante. On pourrait facilement croire que cette armée constitue l'unique raison d'être de ce complexe funéraire. Cependant, l'étude approfondie du site par les experts révèle une toute autre réalité. Les fosses militaires ne sont pas situées au centre du tumulus. Elles se trouvent à l'est du tombeau principal de l'empereur. Cette position est importante. Les archives historiques expliquent que les anciens États rivaux de l'empereur se situaient à l'est. Le placement des soldats dans cette direction suggère une ligne de défense symbolique. Même après sa mort, l'empereur était représenté comme s'il se protégeait de ses anciens ennemis. Les fosses renferment des milliers de guerriers. De nombreuses autres figurines ont été découvertes au fil du temps, notamment des chevaux et des chars en argile. Des armes en bronze, telles que des épées, des lances, des éléments d'arbalète et des pointes de flèches, ont été mises au jour parmi les soldats. Des analyses ont révélé que nombre de ces armes étaient authentiques et tranchantes au moment de leur enfouissement. Des fosses voisines renferment également des figurines d'acrobates, de dignitaires et de musiciens. On y trouve aussi des écuries en argile avec des chevaux finement sculptés. On y trouve des oiseaux en bronze. On y trouve des outils qui représentent la vie quotidienne. Cette grande variété d'objets révèle quelque chose d'important. Le site n'était pas conçu pour abriter uniquement une armée. Il était conçu pour représenter un monde en activité. L'empereur ne se préparait pas à l'au-delà avec de simples gardes. Il a fait réaliser des symboles du gouvernement, des divertissements, des transports et du travail. Cela laisse supposer une tentative de recréer la structure de son empire sous terre. De grands espaces subsistent entre les fosses connues.
Ces espaces ouverts ne sont pas vides par hasard. Les fouilles archéologiques montrent que le complexe funéraire s'étend sur une très vaste superficie. Seule une petite partie a été mise au jour. Le tumulus principal de l'empereur demeure inviolé. Autour de celui-ci, de nombreuses fosses et structures satellites ont été découvertes au fil du temps, certaines renfermant des statues. D'autres contiennent des restes d'animaux, des objets en bronze ou de simples chambres vides. Considéré dans son ensemble, l'ensemble évoque une ville souterraine planifiée. Les soldats semblent se tenir à ce qui pourrait être décrit comme une limite extérieure. Elles sont disposées comme une porte ou un périmètre, et non comme un centre d'activité. Le tombeau principal se situait plus profondément à l'intérieur de cet agencement, protégé par des strates d'espace et de distance. Cette configuration soulève une idée intéressante que de nombreux chercheurs débattent. L'armée a peut-être été conçue comme une couche visible, destinée à attirer l'attention, tandis que les éléments les plus importants du complexe se trouvaient plus profondément à l'intérieur. Cette planification minutieuse suggère que l'empereur ne se souciait pas uniquement de la protection. Il cherchait à recréer l'ordre, la puissance et le contrôle dans l'au-delà. Les écrits historiques de la Chine ancienne décrivent comment Qin Shi Huang a recherché l'immortalité tout au long de sa vie. Il a envoyé des missions à la recherche de substances magiques et a ordonné des travaux de construction colossaux. Il croyait fermement à la préparation à la vie après la mort. Cette croyance, mise en relation avec l'aménagement du site funéraire, conforte l'idée que le complexe était conçu comme bien plus qu'une simple tombe. Il symbolisait la continuité du pouvoir. Mais si l'armée n'était que l'entrée, qui ou quoi gardait-elle réellement? Des formes qui ne devraient pas exister. Grâce au progrès des technologies de numérisation du sol, les chercheurs peuvent étudier ce qui se cache sous la Terre sans avoir à creuser. Le géoradar et d'autres outils de prospection sont utilisés depuis de nombreuses années autour du site de l'armée de terre cuite. Ces outils aident les archéologues à comprendre les structures souterraines, tout en préservant le site. Les images radar ne donnent pas d'images nettes. Elles révèlent plutôt les contours, les densités et les strates du sol. Les lignes droites indiquent souvent des murs ou des couloirs. Les grandes zones sombres peuvent représenter des espaces vides ou des cavités remplies. À l'étude attentive de ces images, des motifs non naturels apparaissent. Sous et autour des fosses militaires, les relevés radars ont révélé des zones où le sol semble fortement perturbé. En archéologie, un sol perturbé signifie que le terrain a été déplacé, remblayé ou modifié par le passé. Cela peut se produire lors du creusement de fosses, de la création de tunnels ou de l'enfouissement de matériaux. Ces zones ne présentent pas les couches lisses qui se forment naturellement au fil du temps. Certaines de ces formes souterraines apparaissent comme des trous irréguliers ou des tranchées comblées. Elles ne ressemblent pas à des pièces. Elles ne présentent pas la forme de chambres excavées planifiées. Elles ressemblent plutôt à des zones où d'importantes quantités de terre ont été déplacées rapidement, puis recouvertes. Ce type de configuration soulève des questions chez les chercheurs. Des textes historiques anciens, rédigés longtemps après la mort de l'empereur, affirment que de nombreux ouvriers ont participé à la construction du complexe funéraire. Certains écrits suggèrent qu'un contrôle strict ait été exercé pour garder le chantier secret. Il est même avancé que les ouvriers n'étaient pas autorisés à quitter les lieux une fois certaines parties du chantier achevées. Ces récits font l'objet de débats parmi les historiens. Mais ils demeurent partie intégrante du débat historique. Des découvertes archéologiques provenant d'autres parties du complexe révèlent la présence de restes humains dans des fosses funéraires. Ces sépultures ne sont pas toujours disposées avec soin. Certaines semblent avoir été prises à la hâte. D'autres sont situées à proximité des zones de travail. Cela laisse supposer que les ouvriers et les constructeurs étaient présents en grand nombre et que certains sont décédés près du chantier pendant la construction. Les études de sol révèlent parfois des couches mixtes où différents matériaux se sont mélangés.
Cela peut se produire lors de l'effondrement de fosses ou lorsque d'importantes quantités de terre sont déversées dans un trou. Ces couches mixtes peuvent également contenir de petits fragments d'os. Cependant, les fouilles n'ont pas permis de confirmer formellement l'existence d'une sépulture collective à grande échelle directement sous les fosses communes. La plupart des indices proviennent de schémas observés sur les relevés topographiques et de découvertes faites dans les zones avoisinantes du complexe. Dans certains endroits de l'ensemble du site funéraire, les archéologues ont mis au jour des squelettes portant des traces de contention. Cela laisse supposer que des prisonniers ou des travailleurs forcés ont pu être employés lors de la construction. La dynastie Qin était connue pour ses lois sévères et ses peines rigoureuses. Le recours aux prisonniers pour la main-d'œuvre était courant à cette époque. Ces découvertes dressent un tableau inquiétant. La construction d'un complexe funéraire d'une telle ampleur a nécessité un effort humain considérable. Les images radars montrant des remuements de sol laissent présager une intense activité souterraine. Conjuguées à des écrits historiques, ces découvertes laissent entrevoir la possibilité que de nombreuses personnes aient souffert lors de la construction de ce projet. Des sections effondrées de structures souterraines ont également été mises au jour. L'effondrement des plafonds engendre des configurations de sol chaotiques. Ces configurations apparaissent sur les images radars sous forme de couches discontinues et de matériaux épars. Ces caractéristiques suggèrent que certaines parties du réseau souterrain se sont effondrées il y a longtemps et n'ont jamais été réparées. Les formes observées sur les images ne correspondent pas à une architecture organisée. On dirait des zones d'intense activité humaine suivies d'un enfouissement brutal. Si des milliers de travailleurs ont été réduits au silence sous les pieds des soldats, quels secrets ont-ils été contraints d'emporter avec eux dans la tombe? Les tunnels, les pièges et la pyramide. Nul ne peut voir. Le complexe funéraire de Qin Shi Huang n'a pas été conçu comme une tombe ordinaire. Il a été pensé avec des strates, des distances et des systèmes de protection. Plus les chercheurs étudient le site en profondeur grâce aux outils de numérisation modernes, plus il ressemble à une structure souterraine fortifiée plutôt qu'à un simple lieu de repos. Le géoradar a révélé plusieurs structures verticales profondes sous le sol autour des fosses connues. Ces structures se présentent sous forme de puits étroits qui s'enfoncent bien en dessous du niveau des chambres des soldats. Elles sont beaucoup plus profondes que les zones de fouilles ouvertes aux visiteurs. Ces puits ne sont pas naturels. Ils suggèrent un creusement contrôlé, réalisé de manière planifiée. Ces formes verticales ont pu servir à plusieurs fins. Dans les constructions antiques, les puits servaient parfois à la ventilation, au drainage ou à l'accès pendant la construction. Ils pouvaient également faire office de passage secret ou de conduit pour le transport de matériaux sous terre. La profondeur de ces puits suggère que les bâtisseurs travaillaient à plusieurs niveaux sous la surface, et non pas seulement dans des fosses peu profondes. Les relevés radars révèlent également ce qui ressemble à des espaces creux bien en dessous des structures connues. Il s'agit de poches d'air ou de vides qui ne correspondent pas à la configuration des fosses de fouilles. Certains de ces vides sont longs et étroits, d'autres sont larges et rectangulaires. Elles ressemblent à des tunnels et des chambres jamais ouverts. Des documents historiques anciens, rédigés plusieurs années après la mort de l'empereur, décrivent des pièges mécaniques placés à l'intérieur du tombeau. Ces écrits mentionnent des arbalètes réglées pour tirer automatiquement sur les intrus. Si le bois et la corde de ces armes auraient disparu depuis longtemps, les pièces en bronze auraient pu subsister. Ces récits ne peuvent être confirmés sans pénétrer dans le tombeau, mais ils montrent que la défense faisait partie intégrante de sa conception. L'idée de piège correspond au schéma général observé sur les scans. Le complexe funéraire n'était pas seulement destiné à honorer l'empereur. Il visait aussi à empêcher les intrus d'y pénétrer. La protection était intégrée à la structure même du site. Les différentes strates de terre,
les espaces dissimulés et les reliefs profonds témoignent d'un plan axé sur la sécurité. La cartographie LIDAR a révélé un autre détail intéressant. Le traitement des relevés laser du terrain autour du monticule révèle des formes subtiles. Invisibles à l'œil nu depuis le sol, ces formes donnent à la surface un aspect lisse et naturel. Mais sur la carte numérique, une forme apparaît, ressemblante à une grande structure à gradins enfouie sous le sol. Cette forme est souvent décrite comme une pyramide de terre compactée. Elle se situe sous le tumulus principal et est dissimulée par des couches de terre. La terre compactée était un matériau de construction courant dans la Chine antique. Solide, stable et facile à modeler, elle offrait une protection supplémentaire. La création d'une masse compacte sous le tombeau constituait ainsi un rempart supplémentaire. Cette structure enfouie suggère que le tombeau de l'empereur n'était pas creusé directement dans le sol. Il repose probablement sur des fondations soigneusement aménagées, ce qui rendait l'accès aux chambres intérieures plus difficile. Cela renforcerait également la zone centrale et réduirait les risques d'effondrement au fil du temps. La présence de cette structure dissimulée corrobore l'hypothèse que le site funéraire était conçu avec plusieurs niveaux de défense. Quiconque tenterait d'atteindre le centre devrait traverser des couches de terre, des vides et peut-être des pièges. L'ensemble évoque moins une tombe et plus une forteresse scellée. Les tunnels et les espaces profonds, encore inconnus, renforcent cette impression. Si ces éléments sont réellement reliés, ils pourraient former un réseau souterrain encore inexploré. Toute cette protection n'a pas été conçue pour les ouvriers. Elle a été conçue pour quelque chose de bien plus personnel, lié à l'empereur. Le prince dans la tombe cachée. Parmi les nombreuses découvertes faites autour du complexe funéraire, certaines des plus troublantes concernent des restes humains trouvés dans des conditions inhabituelles. Si de nombreux squelettes de la région semblent appartenir à des ouvriers ou des travailleurs, il existe de rares cas où les sépultures présentent des caractéristiques très différentes. Dans l'un de ces cas, des archéologues étudiant certaines parties du site ont découvert un squelette placé avec un soin inhabituel. Les ossements appartenaient à un jeune homme adulte. Le corps était disposé avec soin, contrairement à beaucoup d'autres qui ont été jetés dans une fosse commune. À proximité se trouvaient des objets suggérant un statut social élevé. L'emplacement de la sépulture était également plus profond que la plupart des tombes d'ouvriers. Le détail le plus frappant était la présence d'une pointe de flèche en bronze fichée dans le crâne. Cette blessure n'était pas accidentelle. Cela montrait clairement que la personne était décédée des suites d'un acte de violence délibéré. La disposition soignée du corps laisse penser qu'il ne s'agissait pas d'une exécution ordinaire. Elle a peut-être été perpétrée avec intention et solennité. Les archives historiques rapportent que Qin Shi Huang eut de nombreux fils. Après sa mort, la succession au trône fut marquée par des troubles. Son deuxième fils devint empereur, et des écrits anciens décrivent des luttes politiques au sein de la famille impériale. Certains documents mentionnent la disparition inexpliquée de plusieurs frères et sœurs. Ce contexte amène certains historiens à associer cette sépulture inhabituelle à l'éventualité d'une victime royale. Le soin apporté à la disposition des lieux, la profondeur de la tombe et la présence d'objets précieux laissent penser que cette personne n'était ni un simple ouvrier ni un prisonnier. Il pourrait s'agir d'un personnage important. Selon une hypothèse, cet individu était un prince éliminé lors d'une lutte de pouvoir. L'élimination des rivaux potentiels était une pratique courante dans les cours royales antiques. Si un fils de l'empereur représentait une menace pour le nouveau souverain, il aurait pu être discrètement exécuté et enterré dans un lieu secret du complexe. Une autre théorie est liée aux croyances antiques concernant la protection dans l'au-delà. Certaines cultures pratiquaient des sacrifices rituels pour assurer la protection des personnalités importantes après leur mort. Selon ces écrits proviennent de textes anciens qui ont survécu longtemps après sa mort. Ces écrits, gravés sur des lamelles de bambou,
ont ensuite été recopiés dans des ouvrages historiques. Ils décrivent le règne de l'empereur, sa politique et ses craintes. L'étude conjointe de ces textes et du complexe funéraire permet de dresser le portrait psychologique d'un souverain profondément préoccupé par le contrôle, la loyauté et l'immortalité. L'un des événements les plus commentés dans ces archives est le châtiment infligé aux lettrés. Les récits historiques décrivent comment nombre d'entre eux furent exécutés ou enterrés vivants pour avoir contesté les idées de l'empereur. Cet acte s'inscrivait dans sa volonté de contrôler le savoir et d'éliminer les opinions divergentes. Il ordonna la destruction des ouvrages issus des traditions antérieures. Son objectif était d'anéantir les idées qui contestaient son autorité et d'unifier la pensée sous son règne. Ces agissements révèlent un dirigeant qui craignait la critique. Il ne voulait pas que des enseignements alternatifs survivent. Il exigeait une version unique de la vérité qui conforte son pouvoir. Cet état d'esprit explique en partie pourquoi le secret et une surveillance stricte ont été de mise lors de la construction de son complexe funéraire. Ouvriers, ingénieurs et bâtisseurs étaient vraisemblablement surveillés de près afin d'empêcher toute fuite d'informations. Des textes anciens décrivent également l'obsession de l'empereur pour l'immortalité. Il envoya des groupes de personnes entreprendre de longs voyages en mer à la recherche d'îles mythiques où l'on croyait que régnait l'immortalité. Ces expéditions emmenèrent de nombreux jeunes hommes et femmes qui ne revinrent jamais. Certains historiens pensent que ces voyages furent des échecs. D'autres suggèrent qu'elles s'inscrivaient dans la quête désespérée de l'empereur pour trouver une vie après la mort. Les écrits décrivent comment il faisait confiance aux alchimistes et aux guérisseurs qui lui promettaient des substances magiques. Nombre de ces substances contenaient du mercure. À cette époque, ils décrivent l'intérieur du tombeau comme une maquette de l'Empire, avec des rivières de métal liquide. Ces textes emploient un langage poétique, mais des analyses de sols modernes confirment la présence de mercure en grande quantité à l'intérieur du tombeau. Les rouleaux évoquent également la peur qui régnait à la cour impériale. Les bâtisseurs et les fonctionnaires qui travaillaient en étroite collaboration avec lui pouvaient être punis pour des erreurs mineures. Les lois strictes de la dynastie Qin impliquaient que même des fautes mineures pouvaient entraîner de lourdes sanctions. C'est probablement dans ce climat de crainte que régnait la construction du site funéraire. La lecture conjointe de ces récits historiques suggère que l'armée d'argile ne représente pas seulement la loyauté et l'honneur. Elle pourrait plutôt symboliser la volonté de l'empereur de tout contrôler, même après sa mort. Les soldats incarnent l'ordre, la discipline et le pouvoir. Ils sont parfaitement disposés, tournés vers l'extérieur, comme pour se prémunir contre toute menace. Le complexe funéraire semble être l'expression physique de l'état d'esprit de l'empereur. Sa peur de la rébellion, son désir d'unité et son obsession de l'immortalité transparaissent dans sa conception. Les parchemins ne décrivent pas directement l'armée, mais la personnalité qui en a ordonné la création. Ils mettent en garde contre des rivières empoisonnées qui mènent à l'endroit le plus dangereux de la Terre, un lieu encore jamais exploré. Le tombeau, la raison n'est pas uniquement le mystère. Elle tient aussi à la science, à la sécurité et à la préservation. Les analyses de sol effectuées autour du tumulus révèlent des taux de mercure très élevés. Ces concentrations sont bien supérieures à celles naturellement présentes dans le sol. Cela corrobore les descriptions antiques de rivières de mercure liquide à l'intérieur du tombeau. À l'époque, le mercure était considéré comme une substance liée à la vie et à l'éternité. Aujourd'hui, la pression à l'intérieur du tombeau, après plus de 2 ans, pourrait également provoquer des changements soudains au contact de l'air extérieur. Un autre problème sérieux se pose. Les archéologues ont appris par expérience que l'ouverture d'espaces anciens scellés peut détruire des matériaux fragiles. Dans les années 1980, lors de l'ouverture de fosses plus petites abritant des soldats,
La peinture vive des statues a commencé à s'écailler en quelques minutes. Les couleurs avaient résisté pendant des siècles dans un environnement stable. L'exposition à l'air a provoqué une dégradation rapide. Les experts craignent que le tombeau principal de l'empereur ne contienne des structures en bois, des tissus de soie, des peintures et d'autres objets qui seraient immédiatement détruits s'ils étaient exposés au soleil. Une fois endommagés, ces objets seraient irrécupérables. Attendre des techniques de conservation plus performantes est jugé plus prudent que de se précipiter pour explorer le site. Les relevés modernes du monticule révèlent un autre détail intéressant. Sous la surface, le radar et d'autres instruments détectent un très grand espace vide. Cet espace semble avoir la hauteur de plusieurs étages. Elle se situe directement sous le centre du tumulus, là où l'on pense que se trouvait la chambre funéraire de l'empereur. Mais même le mercure et les pièges ne sont peut-être pas l'aspect le plus sombre de cette histoire, car une autre théorie remet en question notre perception des soldats de terre cuite eux-mêmes. Ces soldats sont-ils complices du crime? Les soldats de terre cuite sont célèbres pour leur finesse de détail, leur taille et leur nombre. Chaque figurine était façonnée à la main dans de l'argile, cuite au four et peinte de couleurs vives. Des études montrent que les artisans utilisaient des matériaux locaux trouvés à proximité du site funéraire. L'argile provenait donc d'une région proche. Les ouvriers se creusaient profondément la terre pour extraire les matériaux nécessaires à la fabrication des statues. Parallèlement, des fosses de construction et des tombes étaient creusées à proximité. Ces activités se sont déroulées côte à côte pendant de nombreuses années. Des analyses scientifiques effectuées sur les figurines en argile ont déjà démontré que le matériau contient des minéraux communs au sol local. Ceci confirme que l'argile n'a pas été importée spécialement, mais prélevée sur les terres environnantes. La science forensique moderne permet d'examiner les sols et les argiles avec une grande précision. L'étude de particules infimes permettent aux scientifiques d'identifier les matériaux qui les ont composés et de déterminer leur origine. Sur de nombreux sites archéologiques à travers le monde, les sols contiennent des traces de matière organique. Ces matériaux peuvent inclure des restes végétaux, des cendres d'incendie et des fragments d'os microscopiques d'animaux ou d'humains ayant autrefois vécu dans la région. Au fil du temps, ils se décomposent et se mélangent naturellement à la terre. Lorsque cette terre est ensuite utilisée pour la construction ou la fabrication de poteries, ces infimes traces peuvent subsister dans le produit final sans que personne ne s'en aperçoive. Cela ouvre une perspective troublante, mais plausible. Si la terre utilisée pour fabriquer les soldats provenait de zones proches de fosses funéraires, elle aurait pu contenir des traces microscopiques de restes humains, invisibles à l'œil nu. Les artisans qui façonnaient les statues n'en auraient pas eu connaissance. Cependant, l'argile elle-même aurait pu contenir des particules provenant du même sol où des ouvriers ou des prisonniers avaient été enterrés. Cette hypothèse n'implique pas que des os ou des cendres aient été délibérément mélangés aux statues. Il n'existe aucune preuve d'acte intentionnel. Cela suggère plutôt un lien fortuit entre la terre d'enfouissement et l'argile utilisée par l'armée. Des méthodes d'analyse modernes, telles que l'analyse microscopique des minéraux et des composés organiques, pourraient un jour permettre d'étudier cette question plus en détail. Les croyances culturelles de la Chine ancienne enrichissent encore cette réflexion. De nombreuses traditions affirmaient que l'esprit et la matière étaient étroitement liés. On pensait que les objets placés dans les tombes portaient une signification qui dépassait leur simple apparence physique. Elles pourraient servir les morts dans l'au-delà. Elles pourraient représenter des êtres vivants, voire contenir une forme de vie symbolique. Si l'on confronte cette croyance à l'hypothèse que l'argile provienne d'un mélange de terre et de restes humains, les statues acquièrent une nouvelle signification symbolique. Ce ne sont plus seulement des créations artistiques. Ce sont des objets façonnés à partir de la même terre qui a reçu les corps des ouvriers et des prisonniers. La terre elle-même devient partie intégrante des soldats.
Ce lien, les statues sont placées directement au-dessus de cette histoire. Cette disposition crée une image saisissante. Des milliers de figures silencieuses se dressent à la surface, tandis que le sol recèle des histoires cachées. Si l'armée n'a pas été créée pour protéger l'empereur, mais pour étouffer la vérité à jamais que cache encore la Terre. L'invisible? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.